Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence sur les maladies professionnelles et plus spécifiquement sur le coût et les procédures pour l'employeur. Je suis Mylène Volpillac, je suis ambassadrice Jury Travail et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandra Marion. Bonjour Alexandra. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Alexandra qui est juriste expert chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, petit point sur Jury Travail. Qu'est-ce que c'est? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. 20 ans d'ailleurs cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes et plus de 700 avocats qui, chaque jour, décryptent l'actualité juridique et rédigent des dossiers, des modèles de lettres et des modèles de contrats pour vous aider au quotidien dans la gestion de votre entreprise. Nos experts vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et utilisent nos services quotidiennement, services que nous avons conçus spécialement pour les professionnels. Du coup, quels sont-ils nos services? Nous avons créé 2 formules spécialement pour les pros, formules qui vous permettent de contacter quand vous le souhaitez un juriste qui répondra à toutes vos questions, quel que soit le domaine de droit. Grâce à ces formules, vous pourrez également accéder à l'ensemble de notre base documentaire, c'est-à-dire tous nos dossiers, nos modèles de lettres et nos modèles de contrats qui sont bien évidemment à jour des derniers textes de loi. Et vous pourrez également profiter de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de notre webconférence à aller sur le site de Jury Travail, découvrir nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Nous pouvons du coup aborder notre sujet du jour qui est les maladies professionnelles et vos obligations en tant qu'employeur. Et nous allons commencer par un petit rappel en introduction. En tant qu'employeur, vous avez une obligation d'assurer la santé et la sécurité de vos travailleurs. Dans le cadre d'une maladie professionnelle, la déclaration incombe aux salariés. En revanche, en tant qu'employeur, il y a toute une procédure bien spécifique à respecter et vous avez un rôle à jouer tout au long de la procédure. C'est ce que nous allons voir plus en détail du coup avec Alexandra pendant 45 minutes. Nous avons du coup organisé la webconférence dans 3 grandes parties. Dans une première partie, Alexandra va nous détailler ce qu'est une maladie professionnelle et quelles sont les maladies les plus fréquentes. Nous allons ensuite, dans une deuxième partie, découvrir votre rôle en tant qu'employeur et vos obligations. Et dans une troisième partie, Alexandra nous détaillera toutes les étapes obligatoires que vous devez suivre dans le cadre d'une maladie professionnelle d'un de vos salariés. Donc Alexandra, si tu le veux bien, nous allons pouvoir commencer avec la première partie qui est du coup définition et quelles sont les maladies les plus fréquentes. Et pour commencer, commençons par la base. Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? Alors, une maladie professionnelle, c'est une affection physique ou psychique qui est contractée par le salarié à l'occasion de son activité professionnelle habituelle. Elle résulte notamment d'une exposition à un risque, ça peut être des produits chimiques ou des agents cancérogènes, ou encore des conditions de travail particulières du salarié. Ça va être par exemple un travail répétitif qui va entraîner des troubles musculo-squelettiques. La maladie professionnelle n'a pas forcément de date certaine, contrairement à l'accident du travail qui se produit à un instant précis. En effet, l'accident du travail, lui, se caractérise par un fait accidentel soudain et imprévu, alors que la maladie professionnelle, quant à elle, se développe dans la durée. C'est quelque chose qui est, on va dire, progressif et évolutif. Merci beaucoup, Alexandra. Juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous le dire en introduction. Vous pouvez poser toutes vos questions, du coup, dans l'onglet questions que vous avez en bas à droite
de votre écran. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions en fin de webconférence avec Alexandra. Néanmoins, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, Marine, qui est avec vous sur le chat, va vous envoyer le lien pour poser votre question directement à un juriste. Nous vous répondrons au plus vite. Voilà, merci, c'était la petite parenthèse. Nous pouvons continuer du coup. Alexandra, quelles sont les maladies reconnues comme maladies professionnelles? Alors, peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles, des maladies qui sont désignées dans ce qu'on appelle des tableaux de maladies professionnelles. Ces tableaux de maladies professionnelles figurent en annexe 2 du Code de la sécurité sociale. Chaque tableau présente différentes conditions qui doivent être remplies pour qu'une maladie puisse être présumée professionnelle. Donc ce tableau en fait implique plusieurs choses. Premièrement, il faut que le salarié exerce un travail dans le cadre duquel il est exposé à l'un des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, et ces travaux-là sont mentionnés dans ces tableaux de maladies professionnelles. Concrètement, dans chaque tableau, vous avez une liste de travaux qui détaille le contexte dans lequel le salarié peut être exposé ou non à un risque qui favorise une maladie professionnelle. Ensuite, cela implique un délai de prise en charge. Il faut qu'un délai de prise en charge soit respecté. Qu'est-ce qu'un délai de prise en charge? C'est un délai qui sépare le moment où le salarié a cessé d'être exposé à un risque à l'origine d'une maladie et le moment où la maladie est constatée. Donc, pour que le salarié puisse faire constater une maladie comme étant professionnelle, il faut qu'il soit encore dans ce délai de prise en charge. Si le délai de prise en charge est dépassé, il ne pourra pas faire reconnaître immédiatement cette maladie professionnelle. Et enfin, cela implique également que le salarié doit avoir été exposé aux travaux susceptibles de provoquer la maladie pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle la durée minimale d'exposition. Alors, elle n'est pas systématiquement prévue dans les tableaux de maladies professionnelles. Il y a certaines maladies pour lesquelles il n'y a pas de durée d'exposition minimale qui est précisée. Par contre, lorsque c'est le cas, par exemple, si vous avez un tableau qui vous dit que le salarié doit avoir été exposé pendant une durée minimale de 5 ans, c'est une des conditions nécessaires pour pouvoir faire reconnaître sa maladie comme étant professionnelle. Si une ou plusieurs de ces conditions fait défaut, par exemple, le délai de prise en charge n'est pas respecté, la durée d'exposition du salarié n'est pas suffisante, ou par exemple le travail qui est effectué par le salarié n'entre pas dans la liste limitative des travaux exigés, dans ce cas-là, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie reste toutefois possible. Elle pourra se faire devant le C2RMP, qui est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et également, ce n'est pas parce qu'une maladie n'est pas inscrite dans l'un de ces tableaux de maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale que le salarié ne peut pas faire reconnaître sa maladie comme étant professionnelle. Là encore, l'origine de la maladie peut être reconnue devant le C2RMP. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'une maladie hors tableau, hors de ces tableaux-là? Alors, une maladie hors tableau, donc on a commencé un peu à l'aborder là juste avant, c'est une maladie qui ne figure pas dans l'un des tableaux de maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale, mais dont l'origine peut tout à fait être établie. On pense notamment aux maladies psychiques, telles que le burn-out. Dans ce cas-là, le C2RMP peut tout à fait, au vu des éléments dont il va disposer, estimer que la maladie hors tableau est d'origine professionnelle. En revanche, pour que le C2RMP puisse reconnaître cette maladie comme étant d'origine professionnelle, 2 conditions sont nécessaires. La première, la maladie doit être causée directement par l'activité professionnelle habituelle du salarié, et elle doit également engendrer une incapacité permanente de 25% minimum ou le décès du salarié. D'accord, merci. Du coup, pourrais-tu nous donner des exemples de maladies professionnelles les plus fréquentes?
Alors, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a plus d'une centaine de maladies qui sont inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles, mais on observe quand même certaines beaucoup plus fréquemment chez les salariés. On pense notamment aux affections périarticulaires qui sont provoquées par des gestes et des postures de travail. C'est ce qu'on appelle aussi les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Ces TMS sont regroupés au sein du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Parmi les TMS, concrètement, on va trouver le syndrome du canal carpien. Donc, si on prend cet exemple-là du syndrome du canal carpien, pour que celui-ci puisse être reconnu comme une maladie professionnelle, le salarié doit par exemple effectuer des travaux qui comportent de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Donc là, le tableau fixe un délai de prise en charge de 30 jours. Donc, c'est-à-dire que le salarié aura 30 jours pour faire constater cette maladie entre le moment où il a cessé d'être exposé au risque susceptible de provoquer un syndrome du canal carpien et le moment où il va faire constater ce syndrome devant son médecin. Autre maladie qui touche également de nombreux salariés, c'est le cancer bronchopulmonaire qui est provoqué notamment, mais pas que, par l'inhalation de poussière d'amiante. Donc cette maladie est désignée au sein du tableau numéro 30 bis de l'annexe 2. Et donc là, pour qu'un cancer bronchopulmonaire puisse être reconnu comme étant d'origine professionnelle, le salarié doit avoir été exposé pendant au moins 10 ans à l'amiante. Donc là, petite particularité de ce tableau, c'est que ce tableau précise qu'il faut une durée d'exposition d'au moins 10 ans à l'amiante. Et donc cette exposition à l'amiante doit avoir lieu dans le cadre de travaux qui sont directement associés à la production de matériaux contenant de l'amiante ou des travaux de retrait d'amiante ou nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. C'est pas les seuls travaux qui sont pris en compte. Il y a toute une liste très très longue de travaux qui peuvent induire une maladie professionnelle liée à l'amiante. Je vous invite éventuellement à aller consulter ce tableau. Et là, dans ce cas-là, le délai de prise en charge a été fixé à 40 ans. Donc pourquoi ce délai est si long? C'est vrai que pour tout ce qui concerne les cancers liés à l'amiante, parfois les salariés peuvent mettre plusieurs années, de nombreuses années avant de développer une telle maladie. Donc c'est pourquoi le délai de prise en charge est long. Et enfin, on a également les affections psychiques liées au travail, donc telles que le burn-out, qui sont également en forte hausse chez les salariés ces dernières années. On constate cela vraiment depuis la crise sanitaire du Covid. On pensait que ça se serait peut-être un peu estompé après la crise et en fait, les cas sont toujours en hausse. Donc cette maladie-là, les affections psychiques ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles, mais comme nous le disions précédemment, elles peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au cas par cas devant le C2RMP. Donc effectivement, tu parlais du burn-out. C'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus spécifiquement sur le burn-out? Donc, à ce jour, donc comme nous le disions, il n'existe pas de tableau de maladie professionnelle pour les pathologies psychiques telles que le burn-out. Cependant, il est possible pour le salarié de faire reconnaître devant le C2RMP un syndrome d'épuisement professionnel comme étant d'origine professionnelle, justement. Donc ça, ce sera le cas s'il est établi que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail. Donc à ce titre, l'assurance maladie va prendre en compte un éventuel état antérieur du salarié, mais également les facteurs extra-professionnels qui peuvent impacter la santé mentale du salarié. Donc par facteur extra-professionnel, on entend tout ce qui peut toucher à la vie personnelle du salarié.
Donc ça, c'est des éléments qui vont être pris en compte pour pouvoir reconnaître l'origine professionnelle de la maladie, parce que chaque salarié qui est victime d'un burn-out, ce n'est pas forcément uniquement à cause du travail, il y a aussi des facteurs extra-professionnels. Et il faut également que la pathologie psychique entraîne une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25%. C'est uniquement si ces deux conditions sont réunies que le burn-out peut être reconnu comme une maladie pro. Merci beaucoup. Concernant le burn-out, du coup, nous allons organiser une webconférence dédiée, sur le burn-out à destination des employeurs et des professionnels en janvier. N'hésitez pas à nous suivre sur notre profil LinkedIn, pardon. Nous vous communiquerons la date dès qu'elle sera arrêtée. Nous allons pouvoir du coup passer à notre seconde grande partie qui est le rôle et les obligations de l'employeur face à ces maladies professionnelles. Donc dans un premier temps, qui doit faire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et comment la faire ? Alors, comme tu le disais en introduction tout à l'heure, Mylène, lorsqu'un salarié estime qu'il est victime d'une maladie et que celle-ci a potentiellement une origine professionnelle, ce n'est pas à l'employeur d'initier les démarches pour faire reconnaître une maladie professionnelle, mais c'est bien au salarié. C'est à lui qu'appartient la responsabilité d'initier les démarches en vue d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Donc pour cela, il doit se rendre chez son médecin traitant afin de faire constater que la détérioration de son état de santé est liée à son travail. Si le médecin estime effectivement que le lien entre la maladie et le travail habituel du salarié est possible, dans ce cas-là, il va établir ce qu'on appelle un certificat médical initial. Le salarié va ensuite devoir remplir un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, qu'on appelle aussi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et il va transmettre ces deux documents à la caisse primaire d'assurance maladie, à laquelle il est rattaché. Très bien. Et donc, quel est le rôle de l'employeur pendant cette procédure-là ? Donc, une fois que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par la CPAM, cette dernière va vous en adresser une copie. En tant qu'employeur, elle va également vous informer des différentes étapes de la procédure. Donc, dans le cadre de l'instruction du dossier, la CPM va vous solliciter pour connaître les conditions de travail habituelles du salarié. Donc concrètement, pour cela, elle va mettre à votre disposition un questionnaire en ligne qu'il vous faudra remplir soigneusement. En complément du questionnaire, il peut arriver également que la CPM interroge le médecin du travail, qu'elle procède aussi à des auditions de certains de vos collaborateurs au sein de l'entreprise, ou encore qu'elle procède à l'observation du poste de travail de votre salarié. Dans ce cas-là, vous devez vous rendre disponible pour ne pas faire obstruction à ces investigations. À l'issue de la procédure d'instruction, donc qui est d'une durée de 100 jours maximum en moyenne, lorsque la maladie est inscrite au tableau, parce qu'après sinon c'est une procédure particulière, le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié. Vous disposez alors de 10 jours pour consulter le dossier et y apporter des observations. Donc, en termes d'observation, ça peut être, par exemple, de préciser les conditions de travail du salarié, de décrire des procédés de fabrication ou des phases de manipulation de certains produits. Le but étant que la CPM puisse avoir une vision d'ensemble de l'activité qui est exercée par le salarié et puisse, au vu de tous ces éléments-là, établir si oui ou non l'origine de la maladie peut être professionnelle. C'est vraiment pour l'aider à prendre une décision quant au caractère professionnel de la maladie. Puis, passé ce délai donc de 10 jours, vous disposez de 10 jours supplémentaires pour continuer à consulter le dossier. Par contre, là, vous ne pourrez plus ajouter de nouvelles observations.
Donc, la CPM, quoi qu'il en soit, prendra sa décision au terme de 120 jours maximum après la réception complète du dossier. Et en revanche, lorsque le dossier est transmis au C2RMP, donc c'est-à-dire lorsque une ou plusieurs conditions des tableaux de maladie professionnelle n'est pas remplie, ou lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle hors tableau, dans ce cas-là, le déroulement de la procédure de reconnaissance est différent. Il se passe devant le C2RMP et du coup, la procédure est plus longue et un peu plus complexe. Et enfin, une fois sa décision prise, la CPM va vous notifier celle-ci par courrier et dessus figureront les voies de recours qui sont mises à votre disposition si jamais vous souhaitez contester sa décision. Vous contesterez par exemple la décision si jamais vous n'êtes pas d'accord avec une reconnaissance de la maladie professionnelle. Alors justement, on y vient. Comment faire pour contester la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie? Alors, en tant qu'employeur, donc justement, vous avez donc la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est reconnu par la CPM. Pour cela, donc c'est ce que je vous disais juste avant, il faut vous référer au courrier qui notifie la décision de la CPM. Les voies de recours figurent dessus. En principe, une phase amiable devant la commission de recours amiable, qu'on appelle la CRA, est obligatoire. La CRA doit être saisie dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée. La voie contentieuse devant le tribunal judiciaire vous sera par la suite ouverte si jamais vous souhaitez contester la décision qui a été prise par la CRA en réponse à votre contestation et si celle-ci ne vous donne pas entière satisfaction. Réellement, vous avez vraiment un intérêt à contester le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est reconnu par la CPAM, puisqu'en fait, une telle décision a un impact sur le taux de cotisation AT-MP qui est applicable à votre entreprise. La cotisation AT-MP, c'est quoi? C'est la cotisation accident du travail, maladie professionnelle. C'est une cotisation qui est versée chaque mois par l'employeur et elle couvre en fait le financement des risques accidents du travail, maladie professionnelle et accidents de trajet. Ce taux de cotisation vous est notifié par la CARSAT et en fait, il varie en fonction de plusieurs éléments. En effet, la tarification du risque AT-MP dépend premièrement du risque engendré par l'activité principale de votre établissement. C'est ce qu'on appelle votre niveau de sinistralité. Ensuite, le taux de cotisation varie aussi en fonction du mode de tarification qui va vous être appliqué. Il existe plusieurs modes de tarification. On rentrera pas dans les détails, c'est quelque chose de très complexe. Mais en gros, vous avez un mode de tarification individuel, mixte ou collectif. Et celui-ci, en fait, varie en fonction de la taille de votre entreprise. Et c'est pas forcément vous qui choisissez quel mode de tarification on vous applique, c'est la CARSAT qui va en décider. Et enfin, le taux de cotisation varie également en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres auxquels vous êtes confrontés dans votre établissement. Merci beaucoup Alexandra, c'était très clair. On va pouvoir passer... non, c'est bon. Les obligations et démarches de l'employeur en cas de maladie professionnelle, pardon. Non, 3. On va passer donc aux étapes obligatoires. Pardon, il y a eu un petit cafouillage dans la présentation. Du coup, la première étape, Alexandra, c'est déclarer un arrêt de travail pour maladie professionnelle via la DSN. C'est ça. Donc, en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie professionnelle, vous devez transmettre une déclaration sociale nominative pour signaler cet événement. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise, vous réalisez généralement votre DSN le 5 ou le 15 du mois. Là, en cas d'événement lié à un arrêt de travail, vous devez effectuer une DSN spécifique qui s'appelle une DSN signalement d'événement.
Celle-ci doit être transmise dans les 5 jours qui suivent l'événement. Et elle est obligatoire. Pourquoi elle est obligatoire? Parce qu'en fait, ce sont les informations que vous allez transmettre via cette DSN qui vont permettre à la CPM ensuite de calculer le montant des indemnités journalières qui vont être versées aux salariés au cours de son arrêt. Très bien. Et ensuite, verser les indemnités complémentaires aux salariés. Donc en fait, lorsque un salarié est en arrêt de travail pour maladie pro, donc celui-ci perçoit d'une part des indemnités journalières qui sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie, et en complément, vous devez lui verser des indemnités complémentaires dès lors qu'il remplit certaines conditions. Donc ces conditions sont les suivantes. Votre salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Il doit être pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il doit être indemnisé par la sécurité sociale. Il doit être soigné en France ou dans l'un des autres États membres de l'espace économique européen. Et enfin, il doit avoir justifié son absence dans les 48 heures par le biais d'un certificat médical. Si toutes ces conditions sont remplies, dans ce cas-là, vous devez lui verser des indemnités complémentaires. Il faut savoir que le montant de ces indemnités varie selon la durée de l'absence du salarié, mais également en fonction de son ancienneté. L'indemnité complémentaire est également versée, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et éventuellement des sommes aussi qui sont versées par les régimes de prévoyance complémentaire du salarié. Le but n'étant pas que le salarié perçoive un salaire plus élevé en arrêt maladie que s'il avait continué à travailler. C'est pour ça qu'on déduit les indemnités journalières de la CPAM et des régimes de protection complémentaires. Et enfin, ces indemnités sont versées sans délai de carence, c'est-à-dire que vous devez les verser à compter du premier jour d'absence du salarié. Prochaine étape, informer le CSE. Oui, alors lorsque une maladie professionnelle est reconnue par la CPAM, vous devez en effet informer le comité social et économique de l'entreprise pour lui permettre notamment de réaliser une enquête. Il faut savoir que le CSE a la possibilité de réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans l'entreprise. Ces enquêtes ont vraiment pour but d'identifier les différents facteurs à l'origine de la maladie professionnelle et éviter que d'autres salariés ne soient concernés ultérieurement. L'objectif est aussi de mettre en place des mesures de prévention et d'améliorer les conditions de travail des salariés. Donc c'est vraiment vous devez vraiment travailler en collaboration avec le CSE pour engager cette démarche de prévention. Ensuite, l'employeur doit mettre à jour le DUER. Oui, en cas d'apparition d'une maladie professionnelle dans l'entreprise, vous devez vérifier si les risques qui sont à l'origine de la maladie professionnelle étaient déjà retranscrits dans votre document unique, mais également vérifier si les mesures de prévention et de protection qui sont en place sont suffisantes. Si ce n'est pas le cas, la mise à jour du DUER s'impose. En fait, il faut le rappeler, le document unique d'évaluation des risques, il doit être mis à jour, notamment lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est portée à la connaissance de l'employeur. Et d'ailleurs, le fait de ne pas mettre à jour ce DUER est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, du coup, c'est-à-dire 1 500 €. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux. Autre étape, organiser une visite de reprise. Oui. Donc, si votre salarié est en arrêt de travail, peu importe la durée de son absence, du moment où il est en arrêt pour maladie professionnelle, vous devez organiser une visite de reprise lorsque celui-ci reprend son travail. Et elle doit avoir lieu dans les 8 jours calendaires qui suivent la reprise du travail. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces informations, c'était très clair. Nous allons pouvoir passer maintenant aux questions de nos participants.
Nous allons essayer de répondre à un maximum de vos questions. Si nous n'avons pas le temps, je vous rappelle que vous pouvez poser directement vos questions sur notre site. Nos juristes vous répondront au plus vite. Du coup, première question, Alexandra, qu'est-ce que la conscience du danger? Qu'est-ce qu'on entend par là? La conscience du danger. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la faute inexcusable, peut-être? Qu'est-ce qu'on Peut-être. entend par conscience du danger? Conscience du danger. Alors moi, si vous me dites, si tu me dis conscience du danger, pour moi, ça implique la faute inexcusable. J'espère que c'est ça. Sinon, la personne qui a posé la question, si elle veut bien préciser, mais bon, on va partir peut-être là-dessus. Donc en fait, la conscience du danger pour un employeur, c'est la conscience. C'est le fait qu'il doit ou aurait dû avoir en tant que professionnel averti conscience du danger qu'il faisait encourir en fait à son salarié. Donc, par exemple, en cas de maladie professionnelle, la responsabilité de l'employeur, elle peut être engagée au titre de la faute inexcusable. Et la faute inexcusable de l'employeur, elle peut être retenue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, mais qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Donc du coup, la conscience du danger, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de danger, mais qu'il n'a rien fait en termes de prévention pour éviter qu'une maladie professionnelle se déclare. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une maladie professionnelle qui se déclare en raison d'une exposition à une substance dangereuse. Le fait que l'exposition à une telle substance dans le cadre de certains travaux effectués par le salarié, le fait que ce soit inscrit au tableau des maladies professionnelles depuis plusieurs années, ça suffit à établir que l'employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié. Dans ce cas précis, il semble peu probable que la responsabilité de l'employeur ne soit pas engagée au titre de la faute inexcusable. Par contre, l'employeur a la possibilité d'échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité. Ça va notamment être le cas, par exemple, si vous parvenez à établir que vous n'aviez pas conscience ou ne pouviez pas avoir conscience du danger qui était encouru par le salarié, toujours compte tenu de votre expérience et de vos connaissances techniques. Dans ce cas-là, si vous parvenez à apporter la preuve de ceci, vous pourrez être, votre responsabilité pourra ne pas être engagée. Ou bien, ça va être également le cas lorsque vous aviez effectivement conscience du danger que vous faisiez courir à votre salarié, mais que vous arrivez à établir que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour préserver la santé de votre salarié. Dans ce cas-là, vous pouvez éviter que votre responsabilité ne soit engagée. Il faut savoir que la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'employeur a un enjeu vraiment important pour l'entreprise, puisqu'en fait, cette reconnaissance ouvre droit au profit du salarié ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire. Cette indemnisation complémentaire, elle peut prendre plusieurs formes. Soit ce sera une majoration de la rente d'incapacité qui peut être versée aux salariés, soit ce sera une majoration de l'indemnité en capital. Tout dépend de si le salarié bénéficie d'une rente ou d'une indemnité en capital. Ça, c'est quelque chose qui est décidé par la CPM en fonction de son taux d'incapacité. Et donc cette indemnité en capital ou cette rente, la majoration en fait est versée par la CPM. C'est la CPM qui indemnise le salarié victime de la faute inexcusable de son employeur. Mais il faut savoir que la CPM dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour récupérer le montant de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente versée.
l'action récursoire de la CPM à l'encontre de l'employeur ou de son assureur se prescrit par 5 ans. Ce qui veut dire que pendant 5 ans, la CPM est en droit de vous réclamer le remboursement du montant versé aux salariés au titre de l'indemnisation complémentaire. Et cette indemnisation complémentaire, ça peut vite chiffrer. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et il faut savoir également qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, vous pouvez être contraint de verser des dommages et intérêts aux salariés pour réparer les préjudices personnels qu'il subit et qui ne sont pas indemnisés par la rente ou l'indemnité en capital. Donc ça peut être par exemple un préjudice qui est causé par des souffrances physiques ou morales endurées par le salarié. Ça peut être un préjudice esthétique ou d'agrément, ça peut être un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Donc, c'est tous différents préjudices qui peuvent être indemnisables. Et il faut savoir que ce droit s'étend aussi en cas de décès au préjudice moral qui est subi par les ayants droit de la victime. D'accord, merci beaucoup Alexandra. Autre question, peut-on licencier un salarié ayant une maladie professionnelle? Alors, lorsque le salarié est en arrêt pour maladie pro, vous n'avez pas la possibilité de le licencier pour ce motif. Il faut savoir que le salarié en maladie professionnelle bénéficie d'une protection contre le licenciement. Donc, tout licenciement qui va être prononcé en raison de son état de santé est discriminatoire. Et donc, qui dit licenciement discriminatoire dit licenciement nul. Ce qui peut, en cas de contentieux ensuite devant le Conseil des prud'hommes, vous contraindre à réintégrer le salarié dans l'entreprise, ou à défaut, lorsque ce n'est pas possible ou que celui-ci ne le souhaite pas, vous pouvez être condamné au versement d'une indemnité qui sera à votre charge et qui est égale à 6 mois de salaire. En revanche, le salarié ne bénéficie pas d'une protection absolue, puisqu'en fait, vous pouvez le licencier si jamais il a commis une faute grave. Donc, ça peut être une faute grave commise avant son arrêt de travail ou pendant aussi. Et vous aurez également la possibilité de le licencier si vous êtes en mesure de prouver que vous avez une impossibilité de maintenir son contrat pour un motif qui est étranger à la maladie professionnelle. Donc, un motif étranger, ça pourra notamment être un licenciement économique, par exemple, ou une fermeture d'entreprise. Voilà. Alors, Mylène, je ne t'entends plus. Ah, pardon. Autre question du coup, est-ce que la maladie professionnelle est synonyme d'inaptitude? Alors, non. La maladie professionnelle n'est pas forcément synonyme d'inaptitude. En effet, le salarié, en fait, lorsqu'il est victime d'une maladie professionnelle, il n'est pas automatiquement déclaré inapte. Certes, il bénéficie pas forcément tout le temps, mais généralement d'un arrêt de travail, où là, il est en incapacité temporaire. Par contre, pour qu'une inaptitude soit reconnue, c'est un processus différent. L'inaptitude, elle est reconnue par le médecin du travail. Et le médecin du travail est le seul à pouvoir prononcer l'inaptitude du salarié. Celle-ci ne peut pas être prononcée par le médecin traitant du salarié. Ce qui implique donc que le salarié doit être examiné par le médecin du travail. Et l'inaptitude peut être prononcée, par exemple, à l'occasion d'une visite de reprise, lorsque le salarié reprend son travail, ou à l'occasion d'un autre examen qui a lieu devant le médecin du travail. Et du coup, lorsque donc le médecin du travail va étudier l'état de santé du salarié, il va l'examiner, et lorsque l'état de santé du salarié
est incompatible avec le poste qu'il occupait jusqu'à présent, dans ce cas-là, le médecin du travail peut prononcer une inaptitude. Du coup, dans ce cas, si le médecin du travail prononce effectivement une inaptitude, vous êtes tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses nouvelles capacités. C'est ce qu'on appelle du coup une obligation de reclassement. Donc, vous devez, au regard de votre obligation de reclassement, faire des propositions aux salariés d'autres postes de travail. Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin et les indications qu'il a pu formuler lorsqu'il prononce l'inaptitude du salarié. Donc, ces indications, ça peut être... il peut vous proposer des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail du salarié. Donc, vous devez effectuer des recherches d'emploi en tenant compte de tous ces éléments. Si jamais vous n'êtes pas en mesure de proposer aux salariés un emploi compatible avec le nouvel état de santé du salarié, vous avez dans ce cas-là la possibilité de procéder au licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle. Il faut savoir également que il peut arriver que le médecin du travail mentionne dans son avis d'inaptitude que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Dans ce cas-là, vous êtes dispensé de l'obligation de reclassement. Mais il faut vraiment être vigilant quant à la formulation d'une telle mention dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il faut vraiment que ce soit écrit mot pour mot l'une de ces deux formulations. Donc, je vous l'ai redit, les deux formulations, c'est « tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Pourquoi j'insiste vraiment sur la formulation qui doit être très précise? C'est parce que en fait, récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2023, est venue préciser que si la formulation qui est inscrite dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'est pas mot pour mot l'une des deux que je viens de vous annoncer, dans ce cas-là, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment faire attention à ces formulations-là. Et dernière chose aussi, il faut savoir que en cas si l'inaptitude est prononcée, donc ce sera une inaptitude professionnelle, et il faut savoir qu'au niveau des indemnités, le montant de l'indemnité de licenciement qui est versé en cas de licenciement pour une aptitude professionnelle, c'est le double de l'indemnité légale de licenciement. Donc voilà. Ça peut chiffrer rapidement aussi. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces précisions. Nous arrivons du coup au terme de notre webconférence. Je vous invite, pour aller plus loin, à télécharger dès maintenant sur notre site notre dossier complet sur les maladies professionnelles, mais également notre dossier sur le burn-out. Je vous rappelle que nous aurons une webconférence dédiée du coup en janvier sur le burn-out et ainsi que notre modèle de lettres sur les lettres de réserve relatives au caractère professionnel d'un accident. Je vous remercie grandement de votre participation. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous le 16 novembre, donc la semaine prochaine, pour notre prochaine webconférence qui sera sur les NAO à destination du coup des employeurs, comment les préparer. Merci beaucoup et très bonne journée à tous. Merci à vous.